Bonjour à tous, donc j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Chantal Abergel, qui est directeur de recherche au CNRS et que nous connaissons bien ici parce qu'elle a un champ de recherche tout à fait original qui est les virus géants. Et ces virus géants, on a eu l'occasion il y a quelques années de travailler nous aussi sur les virus géants, et l'initiation de ce travail s'était faite dès le départ avec l'équipe de Chantal et Jean-Michel Clavry. Et en plus, à titre personnel, j'ai bénéficié d'un an de ma vie dans l'équipe de Jean-Michel et Chantal à l'IGS à Joseph Héguier. Et donc je suis très heureux, merci Chantal, de venir aujourd'hui nous parler de tes virus géants et de ta recherche. Merci. Merci. Moi aussi, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour parler de mes petits bébés. Je vais en fait pas faire un survey général de tout ce qu'on sait sur les virus géants, mais j'ai décidé d'avoir un focus un peu particulier sur les travaux qu'on a beaucoup conduits au laboratoire. Je citerai aussi des travaux qui ont été réalisés ici à l'IHU, mais le focus est surtout sur nos propres travaux. Donc tout a commencé d'ailleurs ici, avec la découverte du premier virus géant qui était Mimivirus, que vous voyez ici alors en cartoon, c'est vraiment à ça que ressemble Mimivirus, c'est un virus avec des cheveux. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que la particule est visible au microscope optique. Et en fait, les particules atteignent presque 750 nanomètres, presque le micromètre. Alors, ce qui est une grosse surprise en ce qui concerne Mimivirus, c'était déjà de voir un virus icosaédrique. J'ai montré donc à droite ce que c'était qu'un virus icosaédrique pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc, c'est un dé à 20 faces. Et ce qui était donc fascinant, c'est de voir ce virus si gros quand on sait que les virus historiquement étaient isolés en utilisant des filtres. Donc typiquement, Mimivirus ne pouvait pas avoir été isolé en utilisant des filtres puisqu'il aurait été retenu par ces filtres au même titre que les bactéries. Donc ce qui a été une grosse surprise, c'est quand le génome a été séquencé. Donc c'est un génome ADN qui fait plus d'1 million de paires de bases. Et donc il correspond à 1 millier de gènes. Et ce millier de gènes, en fait, c'est beaucoup de matière noire, puisqu'il y a 2/3 du génome qui ne ressemble à rien de connu, ni dans le monde cellulaire, ni dans le monde viral. Donc un gros choc. Mais la question qui se posait, c'est est-ce que Mimivirus, c'est juste un phénomène de foire, ou est-ce qu'on a occulté les virus géants simplement parce qu'on les cherchait mal en utilisant ces systèmes de filtration. Donc c'est ce on est parti nous en prospection en utilisant un programme européen qui nous permettait d'aller dans des stations marines partout dans le monde pour aller utiliser le savoir-faire de ces stations marines, et on a filtré mais on gardait les filtres, et l'idée c'était de voir s'il existait d'autres virus géants dans l'environnement et notamment dans les océans. Donc on a eu beaucoup de chance puisque le premier virus qui a été isolé après Mimivirus, c'était Megavirus chilensis, isolé au Chili, donc dans le Pacifique, et qui était en fait très proche, au moins en termes d'apparence, des capsides. Vous voyez une capside de Mimivirus ici, et une capside de Megavirus chilensis ici. Donc on voit, il y en a un qui a les cheveux plus courts que l'autre, le militaire. Mais d'une manière générale, ils se ressemblent beaucoup. Et ça, c'était une grande chance parce que ça nous a permis de se poser des questions de comparer en fait les génomes et les particules, les cycles infectieux, et se faire une idée sur le fait qu'on puisse rentrer dans une nouvelle ère où on identifierait on a une famille de virus qui sont ubiquitaires dans l'environnement. Je vous spoil, oui, ils sont ubiquitaires dans l'environnement. Donc, ce qui était très intéressant, c'est de comparer ces deux génomes. Alors, ce que j'ai pas dit, mais Mimivirus avait une caractéristique aussi qui était unique, c'est le fait d'avoir des enzymes qui sont impliquées dans la traduction et même les gardiens du code génétique. Jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui était interdit au virus de faire, c'est de traduire des protéines, participer même à la traduction. Et dans les faits, donc, alors que ici vous voyez ce qui est partagé par Mimivirus et Megavirus chilensis, et vous voyez qu'en fait on a de part et d'autre des gènes qui sont propres à chacun des deux virus, et une grosse proportion de ces gènes en fait correspondent à des orphanes. Encore une fois, donc des choses qui ne ressemblent à rien ni dans le monde viral ni dans le monde cellulaire. Donc ça a permis de faire des hypothèses sur le mode d'évolution de ces virus et repartir en campagne. Mais avant ça, je vais maintenant rentrer un peu plus dans les détails du cycle infectieux, parce que c'est quelque chose d'aussi hyper fascinant, parce que c'est très complexe comme système, mais c'est souvent le cas avec les virus. Alors, je vous avais dit que Mimivirus était en fait chevelu. Il présente en fait des fibres à la périphérie de la capside qui sont glycosylées, qui portent des sucres
et ces sucres sont synthétisés par le virus. Ce sont des sucres qui ne sont pas identiques, c'est complètement différent de ceux que font les eucaryotes. Ce sont des sucres qui ressemblent à des sucres capsulaires, donc qui miment un petit peu les sucres utilisés par les bactéries. Donc, grâce à ce réseau de fibres à la périphérie, il a non seulement la taille qui est nécessaire à stimuler la phagocytose par les amibes, qui classiquement se nourrissent de bactéries, mais il a également le bon goût, les sucrés. Donc, de ce fait, il se retrouve dans une vacuole qui est présentée ici. Donc, vous voyez la particule, en fait, la cellule déroule ses pseudopodes et mange le virus, croyant qu'il s'agit d'une bactérie. Ou ne croyant rien du tout, d'ailleurs, mais... Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une structure très particulière à un vertex de l'icosaèdre qui est représenté ici sous forme de cette étoile de mer qui a été appelée la Stargate. Et j'ai eu de la chance dans un musée de trouver exactement l'image que je recherchais pour illustrer ce qu'est la Stargate. Ce que vous voyez ici, donc c'est au musée de l'artisanat à Tours, vous avez un magnifique sac à main. Et bien, la Stargate, c'est l'équivalent de ce sac à main où vous avez des fermetures éclairs à la jonction de chacun des pétales. Donc dans le cas de Mimivirus, on n'a que 5 doigts, mais dans les faits, c'est exactement la même chose. Ces fermetures éclairs s'ouvrent et la particule s'ouvre à la jonction des triangles qui forment l'icosaèdre. C'est ce que vous voyez ici. Chacun de ces triangles donc, est maintenant ouvert et on a accès à un compartiment interne qu'on a décidé d'appeler le nucléoïde. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en fait, vous voyez sur cette image, vous avez ce compartiment de nucléoïde, donc c'est une coupe de la particule. Vous voyez, en fait, on a un réseau de membranes et ces membranes semblent beaucoup plus grandes, ne limitent pas seulement la périphérie de la capside, elles ont l'air plus volumineuses que juste limiter la périphérie de la capside. Donc cette membrane, en fait, quand les triangles vont s'ouvrir, cette membrane va sortir de la particule et à partir de là, va pouvoir aller se joindre avec la membrane de la vacuole par fusion. On va avoir fusion de la membrane interne de la capside avec celle de la vacuole. Et de ce fait, on crée un continuum entre l'intérieur de la particule et le cytoplasme. Et ça va permettre le transfert de cette structure, le nucléoïde, dans le cytoplasme. Alors ce que je vous dis aussi, c'est qu'on savait déjà que la transcription était dans les particules virales. On a tout ce qu'il faut pour que le virus soit autonome pour réaliser la transcription de ces gènes précoces. Dans les faits, c'est dans ce compartiment qu'on a toute la transcription, dans ce nucléoïde qui est transféré dans le cytoplasme. Et ce que vous voyez donc à la périphérie, c'est l'accumulation d'acide nucléique à la périphérie de l'usine virale, ce qu'on appelle l'usine virale précoce. Et progressivement, cette usine virale va venir occuper une grande proportion de la cellule. Et vous voyez à la périphérie de l'usine virale, en fait, les particules qui bourgeonnent et qui vont progressivement se maturer. Et au fur et à mesure qu'elles vont se maturer, elles vont être poussées vers la périphérie de la cellule. Donc je vous disais que Mimivirus était visible au microscope optique, vous le voyez ici, et là vous voyez une cellule qui est infectée avec son noyau, et vous voyez tout ce que vous voyez là, ce sont des particules virales qui sont accumulées dans la cellule. La dernière étape, c'est la lyse cellulaire, et donc qui va permettre de libérer tous les virus dans l'environnement, toutes les particules virales dans l'environnement. Alors je vous ai dit que Mimivirus avait sa transcription, mais dans les faits, il obéit à ses propres règles d'expression de ces gènes. C'est ce qui est présenté ici. Vous avez 3 classes d'expression, les gènes qui sont exprimés en précoce, en intermédiaire et en tardif. Pour les gènes qui sont exprimés en précoce, on voit qu'on a un promoteur très stringent, qui est atypique par le fait qu'il est très stringent, et je vais y revenir tout à l'heure. On a un promoteur tardif qui est beaucoup moins stringent, et on a aussi une structure particulière à la fin des gènes qui en fait forme une structure en épingle à cheveux. Et cette structure en épingle à cheveux gouverne la fin de la transcription et la polyadénylation des transcrits, et ceci en utilisant des protéines qui sont codées par le virus. On a une polyamérase qui est représentée ici, qui est unique par rapport à ce qu'on connaît dans le monde viral et eucaryote, puisqu'elle est hyper processive, elle est capable de faire de très longues queues de poly-A, et donc ainsi de stabiliser les messagers viraux, et donc permettre un accès à la traduction plus efficace pour le virus que pour la cellule. On a également donc toute une machinerie qui reconnaît cette structure, qui va couper dans la structure en épingle à cheveux, permettant ensuite
à la polymérase de réaliser la polyadénylation. Et on a une enzyme très complexe, la mRNA capping enzyme, qui en fait a trois domaines. Et ces 3 domaines permettent de capper les messagers au même titre que les messagers eucaryotes. Vous me dites si je vais trop vite, Alors, ça c'est d'ici. Ici, il a été montré et identifié, isolé, le premier virus de virus. Et si je dis que c'est un virus de virus, c'est qu'en fait, ce virophage, qui possède une vingtaine de gènes, et utilise en fait les signaux de régulation dont je vous ai parlé tout à l'heure, les signaux de régulation de la transcription. Il y a des structures en épingle à cheveux à la fin des messagers, à la fin des gènes, et il y a également, ils obéissent à la règle du promoteur tardif. Donc ce virophage, en pénétrant dans les cellules, va attendre que l'usine virale soit suffisamment mature pour aller squatter l'usine et toute la machinerie de transcription du virus géant pour se répliquer. La cellule, pour lui, est un milieu de culture, mais il n'utilise absolument pas les fonctions nucléaires, au même titre que mimivirus n'utilise pas les fonctions nucléaires. Alors, il y en a eu beaucoup d'autres de virophages qui ont été isolés par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a tous les cas de figure possibles. On a des virus qui directement, en infectant l'usine virale, vont avoir un impact négatif sur la formation des particules virales du virus géant. On a des cas même dans lesquels on a une association dans laquelle le virophage va s'intégrer au niveau du génome de l'hôte, et quand cette cellule va se retrouver infectée par un virus géant, il va y avoir réactivation du virophage qui est intégré dans le génome, et à partir de là, production de plein de virophages qui vont avoir un rôle protecteur sur l'ensemble de la culture, sur l'ensemble des cellules. Donc, éventuellement, la cellule qui avait l'intégration de ce génome peut mourir, mais globalement, tous les virophages vont interférer avec le virus géant et donc garantir la survie de la population. On a aussi un autre cas qui est celui d'un autre virus géant de la même famille que mimivirus, où on a un virophage, mais il voyage avec son virus géant. L'ADN est là sous forme d'épisome dans la particule du virus géant. Et enfin, on a le cas d'un virophage qui est commensal avec le virus géant. Il utilise l'usine virale, mais n'a pas d'impact négatif sur le virus géant. Alors, tout ça, ça a amené un certain nombre de questionnements, et notamment, nous, à la base, on a été embringués dans l'aventure sur les virus géants grâce à la collaboration avec le laboratoire de Didier Raoult et Bernard Lascola, mais globalement, nous, on n'était pas virologues. On n'y connaissait rien en virologie. Et dans les faits, pour nous, comme le commun des mortels, on a toujours considéré que le virus, c'était la particule virale. Mais les résultats que je vous ai présentés nous ont amenés à nous poser des questions sur ce qu'était réellement un virus. Quel est le concept réel d'un virus? Et donc, pourquoi est-ce que mimivirus aurait besoin de 1000 gènes, sachant qu'on a plein de virus qui font très bien avec une poignée de gènes? C'était vraiment ce questionnement qui a initié cette réflexion. Et en fait, on peut établir ce parallèle qui est présenté ici. Ici, on a en fait un unicellulaire flagellé qui possède un génome lui permettant de coder pour 25 000 protéines. Mais dans les faits, cet unicellulaire flagellé que je vous montre ici, c'est un spermatozoïde. Et l'organisme n'est certainement pas cet unicellulaire flagellé, mais l'organisme est celui-là. Et donc, on peut établir exactement le même parallèle avec le virus. La particule virale sert en fait à propager le génome du virus, et le virus est ce qui se développe à l'intérieur de la cellule. Donc cette usine virale est la traduction de ce micro-organisme qui est un parasite transitoire, mais qui se développe bien au niveau de la cellule et détourne complètement la cellule pour se multiplier. Ce concept a été repris ensuite par Patrick Forter, qui a proposé le concept de virocell. Alors maintenant, je vais rentrer dans une partie qui est plus récente de travaux qui ont été réalisés. Et ce que je veux insister sur le fait qu'en fait, mimivirus est encore plus complexe que ce qu'on pensait. Dans les faits, il s'agit vraiment de poupées russes. Ces capsides sont des poupées russes. Je vous ai dit qu'on avait une couche de cheveux à la périphérie de la capside, qu'ils étaient très glycosylés. Et d'ailleurs, ils sont probablement très réticulés. Et quand on parle de cheveux, on pense à quelque chose de souple, mais ils sont probablement absolument pas souples.
En dessous, donc, on a la capside icosaédrique, faite de la majeure capside protéine et de mineures protéines. Et à l'intérieur, on a ce compartiment dont je vous ai parlé déjà en vous disant qu'il y a toute la transcription là-dedans. En 2013, des images de mimivirus avaient été réalisées par AFM dans le laboratoire de Michael Rossman avec Macpherson. Et ce qui avait été montré, c'est qu'en fait, ce compartiment dont je vous parle là, il est étrangement limité par une membrane. Et à l'intérieur, on voit des structures tubulaires. Au laboratoire, par chance, on avait vu des structures émerger des capsides que vous voyez ici. Et on s'était dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là à l'intérieur des capsides? Donc il a fallu beaucoup de travail et très longtemps avant qu'on arrive à avoir un protocole qui nous permette de récupérer des quantités de cette structure, qui est représentée aussi ici. Et vous voyez, donc en fonction des protocoles qui sont utilisés, on peut avoir déroulement d'une structure flexible ou alors cassée en 1000 morceaux, dépendant de tous ces protocoles. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, ces structures, une fois purifiées, sont associées avec de l'ADN. Vous voyez également qu'il s'agit de structures très hétérogènes. Parfois, ça a l'air très... Ça, c'est en cryomicroscopie, donc on voit des objets qui peuvent être complètement homogènes. Mais on a aussi des structures intermédiaires. Et on s'est pas mal torturé le cerveau pour comprendre et surtout désigner la stratégie qui nous permettrait d'avoir accès à la structure, à cette structure et comprendre de quoi il s'agissait. Donc ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, en fait, on a affaire à une structure qui est probablement une hélice. Et cette hélice, en fait, elle est très compacte. Mais dès que le nucléoïde va se retrouver dans le cytoplasme de la cellule, cette hélice est capable de se décompacter. Et à partir de là, ça peut expliquer le fait qu'on ait des structures dans lesquelles on a à la fin des rubans. Et on a donc décidé, en fonction d'un premier critère qui était un critère de largeur, de classifier l'ensemble de ces images entre les plus compactes et les moins compactes, en faisant aussi des comparaisons d'images, de manière à purifier le dataset entre les structures les plus compactes et les moins compactes. Et c'est comme ça qu'on a pu résoudre les structures. En fait, on a résolu 3 structures. Une structure qui vous est présentée ici. Alors, j'insiste sur le fait qu'en fait, cette structure, c'est une coque faite d'une protéine particulière, et qui, en fait, à l'intérieur, vous avez le génome qui est replié, qui suit l'hélice, mais sous forme de 5 brins dans ce cas-là, et sous forme de 6 brins dans ce cas-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais cette structure, en fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce que sont les virus filamenteux, mais dans les faits, on a affaire à une structure qui contient le génome et qui ressemble, en fait, à des structures qui ont été reportées pour des virus, des bactériophages et des virus d'archée, qui ont ces structures de filamenteuses dans lesquelles le génome se trouve organisé. On avait enfin une dernière structure dans laquelle elle était complètement décompactée, il n'y avait plus d'ADN, l'ADN avait été perdu. Donc il faut imaginer en fait que cette structure, c'est pas ce fragment que je vous montre ici, c'est en fait une structure qui est un seul filament qui est replié à l'intérieur de la nucléocapside et qui contient l'ensemble du génome du virus. Autre surprise, quand on a analysé la composition de cette structure purifiée, on a découvert qu'elle était composée d'une protéine qui est la même que celle qui fait les cheveux à la surface de la particule. Donc il nous a fallu des mois et des expériences de protéomique supplémentaires pour nous convaincre que ce n'était pas un artefact, que ce n'était pas une contamination. Et dans les faits, c'est la structure qui nous a permis de voir qu'en effet, que cette enzyme, puisqu'il s'agit d'une enzyme, avait déjà été résolue par cristallographie et dans les faits, elle fit parfaitement dans la carte de cryomicroscopie de cette structure. Alors ce que je veux mentionner aussi, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, on a donc 2 GMC oxydoréductases qui composent cette structure, avec des niveaux d'abondance qui sont différents. Il y en a une qui est très majoritaire. Et on a un domaine N-terminal qui est très riche en cystéine, mais qui n'est présent que dans les fibrilles qui sont à la surface des capsides. Ce domaine est totalement absent dans la coque qui fait la fibre génomique. Vous me suivez? Oui. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Et l'autre chose qu'on a vu en analysant ce protéome, c'est qu'on avait les différentes sous-unités de la RNA polymérase associées à cette fibre génomique.
Donc je vous ai dit que je vous montrerai la structure. Donc ce que vous avez ici, c'est le dimère de GMC oxydase qui compose cette structure que vous avez là. Comme vous pouvez le voir, elle fit parfaitement en densité. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'elle a un cofacteur, et ce cofacteur est visible également dans la carte densité électronique. Vous avez la répartition de ces GMC oxydases tout le long de l'ADN, donc avec des contacts réguliers avec l'ADN. Et voilà, c'était globalement la résolution, comme je vous l'ai dit, est suffisante pour sans ambiguïté dire que c'est bien cette protéine qui compose cette structure. L'autre surprise qu'on a eue, c'est que quand on a fait de la tomographie sur ces fibres génomiques, on s'est rendu compte que parfois, au centre de ce canal, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un espace vide, en fait, au centre de ce canal, par tomographie, on voit des grosses macromolécules qui sont dans ce canal. Et ce qu'on voit ici, c'est en fait une image de coloration négative de l'observation de la fibre génomique, et on a des sous-unités, des complexes macromoléculaires qu'on voit là, et qui dans les faits ressemblent à une RNA polymérase. Donc on a proposé maintenant que en fait cette RNA polymérase a besoin de ce promoteur très stringent sur les gènes précoces, parce que c'est le moyen dont elle s'ancre dans la fibre génomique, au niveau de l'ADN, pour être compactée en même temps que la fibre génomique. Et donc ce que ça veut dire, c'est que dès que le nucléoïde va passer dans le cytoplasme, on va avoir cette structure hélicoïdale qui va se relaxer, alors que la RNA polymérase était bloquée dans le canal central. Cette relaxation va permettre que immédiatement on puisse transcrire tous les gènes précoces grâce à ce promoteur hyper stringent. Et donc c'est comme ça que le cycle infectieux est réellement initié. Donc, alors, pour faire une très longue histoire courte, nous avons installé la génétique au laboratoire et nous sommes proposés d'utiliser cet outil pour essayer déjà de comprendre pourquoi il y avait deux GMC oxydases. Est-ce qu'il y en a une qui fait la structure A5 start et l'autre c'est la 6 start? Ou est-ce qu'elles sont toutes les deux essentielles? Est-ce qu'aucune ne sont essentielles? Et la surprise a été de voir que par rapport au wild type que vous voyez ici, vous voyez il y a des breaks dans la structure, mais globalement elle est assez stable. Quand on enlève la protéine majoritaire, on se retrouve avec cette structure-là qui elle est parfaitement stable, flexible mais stable. Et quand on enlève la deuxième, la moins abondante, on se retrouve avec cette structure très instable qui est présentée en bas à gauche et qui montre que probablement, le rôle de cette protéine minoritaire, de cette GMC oxydase minoritaire, est de stabiliser la structure de la fibre génomique. Donc, c'était pas possible de résoudre la structure de cet objet qui était tout débobiné. Donc, on s'est focalisé sur celui-ci pour essayer d'adresser la question, essayer de comprendre cette notion de 5 ou hélice à 5 ou à 6 brins. La première chose qu'on a voulu faire, on s'est posé la question, est-ce que si on met en compétition ces différents mutants, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est le résultat qui est présenté ici. Dans les faits, quand on ne met pas de sélection, puisque là on a un gène de sélection qui a été intégré en même temps qu'on a fait le chaos du gène, si on ne met pas de sélection, on se rend compte qu'il n'y a aucun argument de fitness qui est apporté par l'une, l'autre ou la troisième structure. Et même quand on fait un double KO, où on mute les deux GMC oxydases, il n'y a pas d'incidence, elles ne sont pas essentielles. Ça a été une grosse surprise de voir que ce n'était pas essentiel. Par contre, dès qu'on met la sélection, évidemment, c'est le mutant qui va gagner la course, évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, on a cherché à résoudre la structure de cette hélice que je vous ai montrée, et on a procédé de la même manière que je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a cherché à séparer les objets en fonction de leur largeur. On avait finalement beaucoup moins de variabilité, puisqu'on avait cette classe qui correspondait à la structure la plus compacte, vous voyez sur la gauche la largeur de la structure, et cette classe qui en fait était un peu moins abondante. Et enfin, une toute petite classe ici qui nous a permis de voir que donc même une seule GMC oxydase faisait une 5 et une 6 start. Et donc ça nous a permis de proposer le modèle que vous voyez ici. Dans les faits, le génome serait replié sous forme de 6 brins. Et on commence par faire une hélice à 6 brins jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du premier brin. Et là, on passe sur une hélice à 5 brins. Et le dernier petit cluster, en fait, correspond parfaitement à la fin du génome, où il y aurait donc ce fragment un peu plus court ici, et on fait une transition vers la CL0 qui est marquée ici.
Donc, ça nous donne une piste pour le futur aussi, parce qu'un truc comme ça ne peut pas s'assembler spontanément. Il faut forcément qu'il y ait une machinerie d'assemblage pour permettre de réaliser cette structure. Alors, je vous ai dit que je reviendrai sur le domaine N-terminal qui est riche en cystéine. C'est ce qui est présenté donc ici. On s'est dit, est-ce que ce domaine N-terminal riche en cystéine ne pourrait pas être un domaine qui permette d'adresser les protéines à la surface des capsides? Et ce qu'on a fait, grâce à la génétique, encore une fois, c'est qu'on a fait le chaos d'une des deux GMC oxydase et on a remplacé la deuxième en gardant le domaine N-terminal par de la GFP. Et le résultat montre qu'en fait, les virions deviennent fluorescents grâce à l'adressage de cette GFP à la surface des virions. Si on décape la surface des virions, si on coupe les cheveux, il n'y a plus de fluorescence aux particules. Donc on a aussi quelque chose à mieux comprendre parce qu'il existe plusieurs protéines comme ça dans le génome des mimiviridés qui possèdent ce domaine N-terminal riche en cystéine qui pourrait correspondre à cet adressage. Alors je vous ai parlé des sucres en tout début de présentation, je vous ai dit qu'ils étaient capables de faire des sucres très complexes et que c'était des sucres qui n'existaient pas dans le monde eucaryote. Dans les faits, dans le cas de mimivirus, ce sont des polysaccharides de très haut poids moléculaire qui sont synthétisés à partir de ces blocs que vous voyez ici. Et donc on a analysé tous les mutants pour les comparer avec le wild type et on s'est rendu compte que même si à la surface on n'avait plus maintenant la protéine majoritaire qui fait les cheveux puisqu'on a fait les doubles KO, eh bien dans tous les cas, ces fibrilles restent glycosylées par les mêmes sucres et les mêmes polysaccharides que dans le cas du wild type. Alors, pour rajouter un niveau de complexité supplémentaire, ce que je vous montre ici, c'est les travaux qui avaient été réalisés sur des différents membres des différents clades des mimiviridés qu'on avait disponibles au laboratoire. On s'était posé la question, est-ce que ce sont toujours les mêmes sucres qui composent les fibrilles à la périphérie des capsides? Et dans les faits, il existe toute une cassette de gènes qui garantit la synthèse de ces différents sucres et elle est différente en fonction des différents clades et en résultat, on a également différents types de sucres qui décorent les fibrilles de membres de différents clades. Donc c'est ce qui est montré ici, viosamine, rhamnosamine, quinovosamine, donc des choses assez différentes. Et maintenant, quand on analyse la composition en protéines de ces fibrilles, on se rend compte qu'en fait, on a toute une batterie de protéines qui sont compatibles pour former ces fibrilles. C'est ce qui est présenté ici. Donc, dans le cas, par exemple, de la protéine majoritaire aux cheveux, dans le cas du KO, on remplace cette protéine par une autre protéine qui est dans la liste des plus abondantes dans les autres cas. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que chaque clade a sa propre batterie de protéines et ce n'est pas strictement les mêmes. Et même parfois, au sein d'un même clade, ce sont des protéines particulières qui sont les plus abondantes au sein de l'isolat. Donc ça suggère en fait que pour deux fonctions qui sont essentielles, qui sont la formation des fibrilles d'une part pour stimuler la phagocytose de la cellule, mais également pour la formation de cette structure génomique que je vous ai montrée tout à l'heure, et on a une batterie de solutions qui vont pouvoir être utilisées à façon en fonction des conditions par le virus pour pouvoir assurer ces fonctions essentielles qui sont l'infection et également le packaging de l'ADN du génome. Donc j'ai fini sur mimivirus, je ne me rends pas compte à quelle vitesse je vais ou si... Donc là je voulais parler d'un autre cas qui est celui des Marseille-viridés. Donc c'est ce qui est présenté ici. Dans les faits, quand on analyse par exemple cette arme, on se rend compte qu'il y a dans tous les cas, dans le cas des mimiviridés, on a toujours la transcription et elle est toujours dans la capside. Et d'ailleurs, ces virus sont tous plus ou moins en association avec des virophages. Dans le cas des mimiviridés, des Marseille-viridés, ce que vous voyez en bleu, c'est ce qui est avéré ne pas avoir de transcription et ce que vous avez en noir, c'est il y a la transcription, mais on ne sait pas s'ils sont purement cytoplasmiques ou pas. Et dans les faits, on s'est posé la question de savoir si on analyse le protéome des particules virales, on s'attendait à ce que la RNA polymérase, dans ces cas-là, soit embarquée dans les capsides. Et la surprise, ça a été de voir que absolument pas, la RNA polymérase n'est jamais embarquée dans les capsides des Marseille-viridés. Donc, ça sous-entend
que ces virus doivent utiliser, au moins en début de cycle, les fonctions nucléaires. Or, à la fin du cycle, on voit le noyau de la cellule parfaitement intact. Donc on a décidé de revenir un peu en arrière. Donc les Marseille-Viridés, donc le premier a été découvert d'ailleurs à l'IHU. C'est un génome de 300 à 400 kilobases, des particules de 200 nanomètres, une membrane interne à la capside. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait dans les temps précoces. Et pour ça, on a utilisé un petit truc. On a décidé donc de regarder ce qui se passait quand on utilise des protéines qui ont des localisations nucléaires, fluorescentes, donc qui ont des localisations nucléaires ou nucléolaires. Donc ce qui est montré ici, elles s'adressent bien là où on les attend au niveau de la cellule non infectée. Mais ce qu'on voit, c'est que dès les premiers temps de l'infection, en fait, ces protéines fluorescentes quittent le noyau pour aller au cytoplasme. Et ensuite, après un certain temps, ce que vous voyez ici, c'est l'usine virale, donc qui est beaucoup d'acides nucléiques et donc qui prennent vraiment le DAPI, la coloration de DAPI. Et on voit qu'après 3 heures, en fait, ces protéines fluorescentes se retrouvent à nouveau au noyau de la cellule. Et on le voit aussi en microscopie électronique, un noyau sain, complètement déformé, et restauration du noyau avec son nucléole dans les temps plus avancés. Donc on a affaire à un chaînon manquant, si je peux dire, entre les virus qui ont des cycles infectieux exclusivement cytoplasmiques et les virus qui ont des cycles infectieux nucléaires, où en fait c'est le virus qui va recruter les protéines nucléaires à l'usine virale, mais jamais aller au noyau cellulaire. Donc pour conclure sur les Marseille-Viridés, il y avait une autre surprise qui avait été évoquée, c'est qu'en fait c'était à l'époque les seuls virus à présenter des gènes qui codaient pour des histones. Mais au lieu que ce soit 4 gènes, on avait en fait des doublés. On avait un seul gène qui codait pour 2 histones, H3, H4 ou H2A, H2B, dans le cas des virus, des Marseille-virus. Et la question qui se posait, à quoi servent ces histones? Est-ce qu'elles sont là pour interférer avec la cellule ou est-ce qu'elles participent à la compaction de l'ADN des Marseille-Viridés dans les capsides? Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a regardé ce qui se passait pour ces histones. Alors là ici, vous avez le témoin qui est avec une histone cellulaire taguée avec la GFP. Et donc on voit qu'en l'occurrence non infecté, donc vous voyez c'est au noyau, et en présence d'infection on voit l'usine virale, mais ça reste au noyau. Et ensuite on s'est posé la question de ce qui se passait avec les histones virales, les doublés d'histones virales. Et ce qu'on voit, c'est quand c'est pas infecté, ça se localise partout dans la cellule. Et quand c'est infecté, eh bien on recrute, en fait la majorité des histones sont recrutées à l'usine virale, ici ou ici, bien qu'il en reste au niveau du noyau, probablement parce que ces histones sont déjà engagées avec l'ADN nucléaire. L'autre chose qui a été faite par nos collaborateurs, alors c'est une image lourde, je pense que ça va prendre un petit moment, peut-être que j'aurais dû la faire tourner plus tôt. Voilà. Donc, ce qu'on a fait avec nos collaborateurs au Colorado, c'est que en utilisant donc les histones produites dans la bactérie, en présence d'ADN, ils ont été capables de reconstituer des nucléosomes, montrant que ces histones sont compatibles avec la formation de nucléosomes. Et la dernière chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question si vraiment le génome doit être compacté sous forme de nucléosomes à l'intérieur des capsides. En ce cas, ces histones sont essentielles. Et le résultat est sans ambiguïté. On ne peut pas muter ces histones, ni l'une ni l'autre, on ne peut pas muter ces histones, il s'agit réellement de gènes essentiels. Donc vous avez là 2 stratégies différentes de packager l'ADN. Un cas avec une fibre génomique qui est flexible et qui est enroulée à l'intérieur de la capside, et ce cas dans lequel vous avez le packaging de l'ADN sous forme de nucléosome, et ce qui peut également expliquer l'électron-densité qu'on observe en fait des particules virales, où on voit ce compartiment interne qui est très dense aux électrons, parce qu'il est en fait blindé de complexes protéines ADN. Alors on peut se poser en effet la question de savoir maintenant est-ce qu'il existe encore d'autres stratégies de compaction de l'ADN qui soient utilisées par d'autres familles.
Donc du coup, je ne me rends pas compte du temps qui défile, mais vous me faites signe si vous en avez marre ou si... Donc là, je vais vous parler, mais très brièvement, d'autres familles de virus géants pour ce qu'ils ont apporté, les surprises qu'ils ont pu nous apporter, et notamment les Pandora-Viridés. Donc les Pandora-virus sont en fait identifiés dans tous les types d'environnements, liquides, solides, partout. Et alors que, au tout début, ça a été les premières images que nous avons pu prendre des premiers Pandora-virus. Et ce que vous voyez en tapis à l'arrière, ce sont les particules de mimivirus purifiées, observées donc par microscopie optique. Et vous voyez très bien que chaque particule est identique à sa voisine. Dans le cas des Pandora, on ne savait absolument pas à quoi on avait affaire, parce que l'impression que ça donnait, c'est d'avoir un échantillon très hétérogène. Et il a fallu, pour qu'on se convainque qu'on avait affaire à un virus, bon, le séquençage évidemment, mais aussi qu'on valide le fait qu'il n'y avait jamais de division. Sinon, a priori, ça pourrait ressembler à une bactérie. En microscopie électronique, pas du tout, ça ressemble à une graine de sésame. Mais reste qu'il nous a fallu du temps pour nous convaincre qu'il s'agissait bien d'un virus, et d'autant plus que quand on a séquencé le génome était plafonné à 2,8 mégabases, donc presque 3 fois celui de mimivirus, avec de la matière noire en masse. Au début, la notation du génome qu'on avait faite nous montrait qu'on avait 90% des gènes qui ne ressemblaient à rien de connu. Donc c'est énorme. Dans les faits, le transcriptome nous a permis de réévaluer les gènes qui étaient les boundaries, les limites des gènes, et de réduire un peu, en étant très stringent, le nombre de gènes qui étaient présents dans ces virus. Mais reste qu'il y en a énormément qui sont des gènes qui codent pour des protéines dont on n'a pas la queue d'une idée de quel est leur rôle. Et une des plus abondantes dans la particule, on en a résolu la structure, c'est un nouveau repliement structural, ce qui veut dire qu'on n'a aucun point d'entrée pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, la surprise aussi, ça a été de découvrir qu'en fait, ces Pandora-viridés étaient en fait capables de créer des gènes à partir de l'intergénique. Probablement à cause de la composition en GC, qui sont des génomes qui sont GC riches, contrairement aux mimiviridés qui sont très AT riches. Et de ce fait, on a moins de codon-stop, et donc plus de place pour prospecter la création de nouveaux gènes. Donc on travaille maintenant sur ces nouveaux gènes, et on cherche à comprendre quelle pourrait être leur fonction, leur rôle, leur histoire et leur évolution. Je vous ai dit qu'on avait installé donc la génétique, et ça nous a fourni, dans un premier temps, utiliser cette génétique pour analyser les Pandora-viridés a révélé qu'en fait, seulement 1/3 du génome était essentiel. Tout le reste, c'est du bonus. Du bonus dont on ne sait pas à quoi ça sert, mais du bonus quand même. Et donc ce que vous voyez ici, en fait, c'est le corps génome de Pandoravirus neocaledonia, et il est encore plus compact dans le cas d'autres, de Macleodensis par exemple, parce qu'en fait, Néo-Calédonia a subi un réarrangement qui fait qu'il y a maintenant, dans le corps génome, une portion de gènes qui ne sont pas essentiels, parce qu'il y a eu ce réarrangement du génome. Maintenant, je vous ai parlé de l'ubiquité des virus sur Terre. Et maintenant, je vais vous parler des virus anciens, des virus qui ont été réactivés à partir d'échantillons anciens. Donc, c'est des travaux qui avaient été initiés par Jean-Michel Clavry, donc qui avait en fait lu un article qui reportait, à partir d'échantillons de pergélisol datés de 30 000 ans, la réactivation d'une plante à fleurs à partir d'un fragment de fruit. Il s'est dit donc, si on est capable de réactiver une plante à fleurs à partir d'un fragment de fruit, on doit pouvoir réactiver des virus, c'est sûr. Donc on avait contacté les gens en Sibérie, et ils nous avaient donné accès à des échantillons de permafrost, dont celui qui avait servi à la réactivation de la plante. Et ce que vous voyez en fait ici, c'est l'endroit où ces échantillons ont été prélevés, c'est ici. Vous avez en fait une rivière, une grosse rivière, qui est Aniusk, qui en fait a creusé au cours des millénaires le pergélisol, et ce qui fait que maintenant on a des falaises qui sont schématisées ici, on a la rivière ici, on a ces falaises qui correspondent à différentes périodes géologiques. Et donc on peut aller échantillonner sans risquer de contaminer l'échantillon par des échantillons modernes, en allant directement creuser dans l'aire géologique. Il suffit de prélever
d'enlever la couche de surface, et à partir de là, on peut creuser dans le pergélisol, récupérer une carotte, et ensuite travailler à regarder de quoi elle est composée. Donc on a eu beaucoup de chance, puisqu'à partir d'un échantillon, on a réussi à réactiver 2 virus qui n'appartiennent pas à la même famille. Alors le premier, c'est Pitovirus. Je ne crois pas que je vous ai mis une image, mais moi c'est mon préféré parce qu'il est juste trop beau. Et Mollivirus qui est présenté ici. Je ne sais pas si j'ai mis une image. Oui, j'ai quand même mis une image. Vous voyez, comme les Pandora viridés et comme le Mimivirus, il y a un apex à la particule. Mais dans le cas des Pitos, vous voyez, il est fermé par un bouchon. Et si vous regardez ce bouchon d'en haut, vous avez cette structure magnifique qui ferme en fait la particule. Et qui va être en fait, qui va sauter au moment où la particule va être dans la vacuole de la cellule. Vous avez ce bouchon qui saute et qui se sépare en 1000 morceaux, et à partir de là, le cycle qui peut commencer. Je crois que je vous ai résumé les cycles infectieux. Mollivirus, il est présenté ici, donc lui, il a la taille d'un mimivirus. Celui-là, je n'ai pas donné les dimensions, comme pour les Pandora viridés, c'est plutôt 1 micromètre de taille de particules. Parfois plus. On a vu des pitos à 2 micromètres. Mais globalement, c'est des très gros objets. Plus récemment, donc, Jean-Michel a décidé de publier un ensemble de virus qui avaient été isolés au laboratoire à partir de ces échantillons qu'on n'avait pas eu le temps de travailler dans les grands détails, mais juste pour rappeler au monde qu'on continuait à être capable, à partir d'échantillons de pergélisol, parfois encore plus anciens que les premiers, à réactiver des virus. Ça a fait d'ailleurs le buzz, puisqu'ils sont vus nommer les zombivirus, et donc ça fait peur à tout le monde. Donc les cycles infectieux, Mollivirus, il est comme les Pandoravirus, c'est-à-dire qu'il a un cycle qui utilise le noyau cellulaire. C'est le seul cas dans lequel on a pu suivre le trajet du génome dès le début de l'infection jusqu'au moment où il est acheminé au noyau cellulaire. Donc on voit ici le transfert dans la cellule, dans le cytoplasme de la cellule, et on peut voir qu'il se met à proximité du noyau et il finit par se diluer dans le noyau cellulaire. Et donc probablement qu'il s'agit encore une fois d'un génome compact, sinon on n'aurait pas cette notion de dilution de la fluorescence. C'est forcément, il y a un état de compaction de l'ADN avant que le cycle infectieux ne soit réellement initié. Au niveau du cycle infectieux, c'est comme toujours, phagocytose, ouverture. Alors je vous ai dit que en fait vous avez un apex dans le cas de Mollivirus qui est une sorte de dépression, mais très scellée. Mais quand il se retrouve dans la vacuole, cette dépression va s'ouvrir. Je ne sais pas exactement comment ça se procède, mais globalement, le génome va aller au noyau cellulaire, et à partir de là, on va avoir transcription, réplication, et évidemment, les messagers vont être exportés au cytoplasme et traduits pour donner les différentes protéines. Au niveau de l'assemblage, c'est comme dans le cas des Pandoravirus, ils s'assemblent d'abord du côté de la bouche, et ensuite, le reste de la particule est assemblé. Il y a des structures très particulières dans le cas de Mollivirus dont on pense que ça pourrait être l'organisation du génome, mais on n'en est pas encore sûr. Et globalement, donc c'est ces fibres que je montre ici sur le côté qui s'accumulent donc dans l'usine virale au moment de l'assemblage des particules. Pitovirus, je vous ai dit, c'est mon préféré, mais globalement, il est étonnant par la complexité de ces particules. Et donc sinon, le processus est strictement le même, sauf que dans le cas des pitovirus, il y a la RNA polymérase et toute la transcription dans les capsides, et donc le cycle est exclusivement cytoplasmique. Il n'y a jamais il ne va au noyau cellulaire, ni n'utilise les fonctions nucléaires. Donc ces virus cytoplasmiques utilisent vraiment la cellule comme un milieu de culture avec des ribosomes. C'est vraiment... Voilà, donc je voulais conclure en vous montrant l'état des lieux actuels, alors qu'il n'y avait que Mimivirus qui culminait à 1.2 mégabases. On se rend compte qu'avec l'isolement de nouvelles familles de virus géants, et là ce sont seulement des virus isolés, vous vous rendez compte qu'on a eu accumulation de génomes, de virus avec des génomes très grands. Et dans les faits, alors qu'on avait, je vous ai montré une rupture de pente entre Mimivirus et tous les autres virus, on se rend compte qu'en accumulant l'ensemble de ces virus, on restaure un continuum entre les virus les moins complexes et les plus complexes. Virus ADN. Et je pense que j'ai fini. Je veux juste conclure sur cette diapo, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui est le moteur aussi de l'étude de ces virus géants. Je vous l'ai dit, pour chaque famille, on a en fait 2/3 du génome qui ne ressemble à rien
ni dans le monde cellulaire, ni dans le monde viral. Et c'est vrai à l'intérieur de chaque famille. Donc ça, vous pouvez sommer tous ces orphanes pour vous rendre compte de la diversité de fonctions qui sont présents dans ces virus et dont on n'a pas la moindre idée de à quoi ils servent. Et pour insister un peu là-dessus, globalement, qu'est-ce que font ces virus? Ils utilisent la cellule. Donc ils reconnaissent exactement les mêmes briques élémentaires que les cellules, les sucres, les aminoacides, les acides nucléiques, et ils ont toute une machinerie qui est différente de celle qu'on voit dans le monde cellulaire et qui probablement peut réaliser des voies métaboliques différentes de ce qu'on connaît dans le monde cellulaire. Et donc ça, c'est une matière d'exploration qui est vraiment très intrigante, très étonnante et qui peut avoir des implications importantes, aussi bien en biotechnologie qu'en recherche fondamentale, quoi. Voilà, donc cette fois-ci j'ai vraiment fini. Je vous présente ceux sans qui rien ne serait possible. Donc vous avez Jean-Michel Clavry qui est là, donc ici. Et bon, j'ai entouré ici toutes les personnes qui ont été impliquées dans le travail qui avait été réalisé sur la résolution de la structure de la fibre génomique de Mimivirus. Alors pourquoi je les mets par devant? C'est parce que ça a été très difficile. Ça s'est passé pendant le confinement et il fallait quand même avancer. Et donc c'est grâce à eux s'il a été possible d'avancer de ce côté-là. Et j'ai évidemment insisté sur Hugo qui se trouve ici, parce que Hugo est celui vraiment qui nous a donné les outils, qui nous permettent de poser des questions précises et de découvrir de nouvelles choses. Voilà, et je vous remercie tous pour votre attention. J'ai quand même listé les différents collaborateurs et personnes qui ont participé à l'ensemble de ces travaux. Donc on a une très forte relation avec la protéomique à Grenoble pour tous les allers-retours en protéomique, mais vraiment c'est une collaboration très, très importante et centrale pour tous nos travaux. Et sinon, ben, je sais, globalement oui, j'ai marqué quand même le cryobiologie lab, bien que maintenant la majorité des gens avec qui on collaborait ne sont plus en Russie. Ils ont quitté la Russie avec la guerre, au moment de la guerre avec l'Ukraine. Et voilà, et j'ai fini. Donc je vous remercie pour votre attention.